Dans l'actualité ce soir, cette nouvelle catastrophe aérienne, cette fois dans l'océan Indien, un Airbus A310 de la Yemenia Airways s'est écrasé après avoir tenté un atterrissage aux Comores. Il y avait 153 personnes à bord, dont 66 Français qui avaient embarqué à Paris ou Marseille. Une seule rescapée, une adolescente de 14 ans, a été retrouvée vivante, flottant dans l'eau selon les sauveteurs. Ce soir, les proches des victimes sont en colère. Ils dénoncent depuis des années les conditions de vol. L'avion en question était interdit sur le sol français suite à un contrôle et on a appris que la compagnie était l'objet d'une enquête de l'Union européenne depuis 2 ans. Dans le reste de l'actualité, la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est la peine requise contre Youssouf Fofana devant la cour d'assises de Paris. Une couverture qui prend feu sans doute à cause d'une cigarette mal éteinte. Un incendie en pleine ville à Asnières a fait 6 morts dans un immeuble à caractère social. Une page se tourne en Irak, c'est fait, les troupes américaines ont quitté les grandes villes, les forces irakiennes ont pris le relais, le Premier ministre Maliki évoque un jour de fête. Enfin, l'enquête qui donne à espérer, la pollution des côtes françaises marque le pas, la mer retrouve ses couleurs et on verra que certaines espèces disparues comme les hippocampes refont leur apparition. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. L'océan Atlantique il y a un mois, l'océan Indien aujourd'hui. C'est donc une nouvelle catastrophe aérienne qui a endeuillé la France la nuit dernière. L'appareil effectuait la dernière partie d'un vol Paris-Marseille, Sanaa, Moroni. Il s'est abîmé en mer alors qu'il préparait son atterrissage. Amaury Guibert. Avec des moyens de fortune, les secours comoriens se préparent à rejoindre la zone du crash. Un bateau pneumatique hors d'âge, quelques hommes à son bord, mais au large une mer démontée. Plus tôt dans la matinée, un pilote d'une compagnie locale avait pu survoler la zone de l'accident. En s'écartant vers les côtes africaines, à 20 nautiques, environ 40 km, j'ai retrouvé une trace d'hydrocarbures et une deuxième trace de plusieurs débris. Pour ce vol 626 au départ de Paris, la Yemenia avait affecté 2 avions. D'abord un Airbus A330 dans lequel embarquent 67 personnes. Décollage à 10 h hier matin, direction Marseille. C'est la première escale. À l'aéroport de Marignane, 78 passagers supplémentaires embarquent. Avec 145 personnes à bord, l'avion met le cap sur la capitale du Yémen, Sanaa. C'est la deuxième escale du vol 626. Une correspondance avec changement d'appareil. 153 personnes, dont 66 Français, prennent à leur place à bord d'un Airbus A310. Cet avion, beaucoup moins récent, le voici. Il prend la direction de Moroni, la capitale des Comores, mais disparaît des écrans radars à minuit 50, heure de Paris. Il a amorcé sa ligne de descente. Il était en contact avec les contrôleurs. 5 minutes avant l'atterrissage, ils ont perdu contact. Ce soir, les familles se pressent devant l'aéroport de Moroni, dans l'espoir que leur proche ait survécu. Mais pour l'heure, seule une adolescente de 14 ans a été retrouvée en vie. Une course contre la montre s'engage et la France y participe. Elle a envoyé 2 bâtiments de la marine et un avion militaire avec 6 tonnes de matériel et des secouristes. Certains sont d'ailleurs déjà intervenus aux Comores. C'était en 1996, image impressionnante de cet Airbus éthiopien détourné par des pirates de l'air et s'abîmant près des côtes. 55 des 177 passagers avaient alors survécu. Une seule rescapée donc sans doute, selon nos confrères d'Europe 1. L'adolescente voyageait avec sa mère. On écoute l'un de ceux qui l'a sauvée. Elle tremblait de froid. Écoutez, il faut tendre un peu l'oreille. Elle tremble. Donc on a mis 4 draps, comme ça, ça va. Elle est en bonne santé, c'est ça que vous nous dites? Oui, ils vont bien parce qu'ils parlent. On est en train de discuter. On a lui donné de l'eau chaude, sucrée. Il a commencé à nous répondre des questions. On a lui demandé seulement le nom, le village. On va lui amener à l'hôpital urgent. Une seule survivante, donc elle a 14 ans. La plupart des passagers sont d'origine comorienne, français d'origine comorienne. On l'a entendu, ils avaient embarqué à Marseille. Et sur place, les proches des voyageurs ne sont pas seulement bouleversés, ils sont aussi en colère. Nous avions prévenu, disent-ils. Sur place, Isabelle Stess, Christophe Larocca. Une jeune fille désormais orpheline. Elle vient d'apprendre que les membres de sa famille étaient tous dans l'avion. Jusqu'au bout, ils ont gardé l'espoir que leurs proches n'avaient pas embarqué sur le vol qui reliait le Yémen aux Comores. C'est terrible, tu sais. C'est une liste qu'on l'attendait, ça fait longtemps et maintenant c'est très difficile à imaginer.
78 personnes d'origine comorienne avaient embarqué hier à Marseille. Beaucoup de familles qui retournaient au pays pour les vacances. C'est toute la communauté comorienne, jeune, moins jeune, qui est touchée. On a tous perdu quelqu'un dans ce vol, que ce soit proche ou moins proche, mais c'est des membres de la famille. Et puis cette tragédie... À la douleur succède la colère. Il aura fallu plus de 10 heures d'attente à l'aéroport pour obtenir la liste des passagers de la part de la compagnie yéménite. 17 personnes n'avaient pas embarqué au Yémen pour les Comores, faute de place. Comment puis-je prendre la responsabilité de vous dire votre proche a disparu? C'est impensable. Je ne peux pas prendre. Ce serait insupportable. Je ne peux pas aller à Yémen dire mais maintenant donnez-moi cette putain de liste. Ils ne me la donnent pas. Depuis des années, la communauté comorienne dénonçait en vain les risques d'une catastrophe. C'est dans l'avion, tu as peur, parce qu'on n'a pas le choix. C'est toujours le même bazar, on nous prend d'ici, on nous amène à Sanaa. Après à Sanaa, il n'y a pas d'informatique, il n'y a rien. C'est l'anarchie, comme on dit. Chacun fait ce qu'il veut, on vous prend, bon, toi tu montes pas, après-demain tu monteras, dans une semaine tu restes. Voilà, on est traité comme du bétail, comme d'habitude. On est des Comoriens. À Marseille, le prochain vol à destination du Yémen est prévu jeudi. Pas question pour ces Comoriens de le laisser partir. Oui, il faut rappeler que les Comores comptent quelques 800 000 habitants et ne possèdent pas de ce fait une compagnie aérienne internationale. Bonsoir Nassourdine Haïdari, vous êtes en direct à Marseille, vous êtes l'un des visages connus de cette communauté nombreuse qui compte 80 000 membres à Marseille. Vous êtes aussi conseiller d'arrondissement. Quelle réponse aviez-vous reçue lorsque vous aviez attiré l'attention sur ces conditions de vol ? Cela fait 6 mois que l'on dénonce aujourd'hui la situation de Sanaa. C'est des femmes qui se font tabasser lorsqu'elles disent que ces avions sont des cargos poubelles. On ne peut pas voyager dans de telles conditions. Et nous avons interpellé toutes les autorités compétentes. Nous sommes même allés au Yémen, nous sommes même allés aux Comores, nous avons interpellé tous les responsables politiques de ce pays pour dire attention, il y a un drame qui se prépare et aujourd'hui ce drame-là est là. Nous avons plus de 150 âmes aujourd'hui que nous avons perdues. Nous sommes en colère, la communauté comorienne est en colère. Nous ne pouvons pas aujourd'hui rester dans cette situation. Dominique Bussereau ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'A310 ne peut pas aujourd'hui relier Marseille-Sanaa, mais un A310 peut relier Moroni-Sanaa. Non, nous sommes des citoyens français comme les autres. Il n'y a pas aujourd'hui de gestion différentielle. Oui. Et nous nous sentons aujourd'hui lésés par cette situation. Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, on l'entendra dans un instant. Qu'est-ce qui vous permet de penser précisément du point de vue de la sécurité et sur ce que vous avez vu lors des précédents voyages qu'il y avait des problèmes qui pouvaient mettre en cause la vie des passagers ? C'est-à-dire quand vous arrivez à Sanaa, vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous n'avez pas de clim, il n'y a pas de climatisation dans ces avions. Et quand on n'a même pas le droit de dire, vous voyez, il y a un problème parce qu'on se fait tabasser, vous comprenez bien que tout le monde savait qu'il y avait aujourd'hui un problème. Et moi je parle de crime organisé aujourd'hui. On est aujourd'hui devant le silence français, l'incompétence aujourd'hui du Yémen et malheureusement aujourd'hui l'incompétence des Comores. C'est un crime organisé. Et la communauté comorienne, toute la communauté comorienne est dans l'effroi mais et aussi dans la colère. Merci Monsieur Haïdari d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors précisément, on va en venir aux éléments dont on dispose sur cet avion d'une part, sur la compagnie d'autre part. On fait le point avec Jérôme Bermin et Pascal Caron. Voici l'A310 de Yemenia Airways, il y a peu, sur le tarmac de l'aéroport de Moroni. Sur cet avion, de nombreuses questions se posent aujourd'hui, et d'abord celle de son état. Il était en activité depuis 19 ans, 52 000 heures de vol au compteur, soit les 2/3 de sa durée de vie. C'est un ancien avion d'Air France, mais en 2007, la direction de l'aviation civile constate de nombreux défauts, plusieurs problèmes de type 3, les plus graves possibles. Depuis, il était interdit de vol en France. Dans l'état où il était, la France a fait des remarques et donc il fallait les corriger. Je suppose que comme elles n'ont pas été corrigées, comme par hasard, l'avion n'est pas revenu. Mais selon les autorités yéménites, l'A310 avait été totalement inspecté en mai dernier sous la supervision de spécialistes d'Airbus. 230 Airbus A310 volent toujours à travers la planète, dont 4 pour Yemenia. Jusqu'à ce matin, l'avionneur européen a lancé une enquête. Notre cellule de crise est en relation avec la compagnie, elle est en relation avec les autorités et naturellement nous allons tenter de leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin. Vient alors la question de la compagnie.
Sans incident majeur depuis 10 ans, Yemenia était pourtant sous surveillance dans l'Union européenne pour manquement à certaines normes de sécurité. Mais en avril dernier, la Commission a constaté des améliorations. Ce n'est pas l'avis de certains passagers. L'an dernier à Marseille, ils manifestaient contre ce qu'ils appellent des avions poubelles. Aujourd'hui, la compagnie affirme que tous ces avions sont aux normes et vérifiés. Nous sommes désolés pour toutes les familles, pour ce qui s'est passé. Mais vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Pas seulement à nous, mais à tous les transporteurs. Pour vous, la seule explication, c'est la météo. C'est la seule possible à ce stade, oui. Les conditions météo, justement. Voici ce qu'indique la carte de Météo France au moment du drame, près de l'aéroport. Peu de nuages, pas d'orage, mais du vent, 60 km/h et des rafales. Pas énorme d'après les spécialistes de Météo France, mais peut-être assez pour gêner l'approche d'un avion. Cette deuxième catastrophe en un mois intervient en tout cas à la veille des vacances. C'est l'occasion de rappeler que l'avion reste l'un des moyens de transport les plus fiables. Cela n'empêche pas l'Union européenne, on l'a entendu il y a un instant, d'établir une liste noire des compagnies les moins sûres. Florence Mavic, Frédéric Delarue. En 2006, 2 ans après la catastrophe de Sharm el-Sheikh qui fit 148 morts, l'Union européenne publie sa première liste noire, celle des compagnies interdites de séjour sur son territoire. Aujourd'hui, on en recense 200, des compagnies souvent microscopiques, pour l'essentiel basées en Afrique, en Asie et dans les pays de l'Est. Comment décide-t-on de mettre au ban une compagnie? Les instances internationales de l'aviation civile recensent les incidents dont elle est victime et dans chaque pays, des inspecteurs contrôlent les avions en transit. Système de sécurité, réacteurs, étanchéité du réservoir. En France, 700 inspections sont conduites chaque année dans les aéroports. Ces contrôles restent purement visuels et ce n'est pas toute la flotte d'une compagnie qui sera inspectée. Lorsque vous, touristes, vous allez partir de France et vous allez vous retrouver sur des lignes intérieures africaines, sud-américaines, en Asie, du Sud-Est, etc., vous allez vous retrouver à voler sur des avions qui théoriquement devraient être en liste noire et qui n'y sont pas parce que les quelques bons avions de la compagnie se retrouvent à voler à Roissy. L'avion reste cependant un moyen de transport fiable. Le risque d'accident mortel est 25 fois moins élevé qu'en voiture. À l'Assemblée nationale, les députés ont observé un instant de recueillement à la mémoire des victimes. Jeudi prochain, c'est-à-dire après-demain, Nicolas Sarkozy assistera à une cérémonie interreligieuse d'hommage à la Grande Mosquée de Paris. Par ailleurs, une messe sera célébrée à leur intention, à l'intention des victimes, à Notre-Dame de Paris. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce nouveau drame. Autre titre de l'actualité, que s'est-il passé à Asnières ce matin? Comment un incendie dans une chambre ou un appartement a-t-il pu provoquer la mort de 6 personnes? Le feu est parti du premier étage dans un immeuble à caractère social. Arnaud Comte, David Fossard. Les habitants ont été piégés dans leur sommeil. Le feu s'est propagé en quelques minutes à tout l'immeuble. Paniqués, les locataires se réfugient alors sur le toit et aux fenêtres. Ma porte commençait à brûler. Donc j'étais obligé de me réfugier dans la chambre la plus au fond. Donc je suis passé par la fenêtre, j'ai été chez le voisin. Après ça, on m'a emmené à une échelle. Et avec l'échelle, j'ai réussi à descendre au rez-de-chaussée. Ce sont des voisins réveillés par l'alarme incendie qui ont donné l'alerte vers 6h30. Une personne s'est défenestrée au 5e, là vous voyez là-haut, est tombée. Une femme a pu s'extraire par des draps noués du 3e. 3 personnes ont péri en sautant par les fenêtres. 3 autres piégés par les flammes. 11 résidents sont ce soir hospitalisés, dont un dans un état grave. Le feu aurait pris dans une chambre au premier étage. Le feu aurait pu naître à la suite d'une couverture qui se serait embrasée, peut-être due à un mégot, mais tout cela est à vérifier en fonction notamment des explications de la personne qui se trouve actuellement en garde à vue pour ces faits. L'immeuble, un hôtel meublé à vocation sociale, avait été contrôlé en 2005 et 2007. Les essais incendies pratiqués avaient été concluants. Dans l'actualité également, la justice avec un procès qui touche à sa fin, celui du gang des barbares et de Youssouf Fofana en particulier. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct devant la cour d'assises de Paris. En fin d'après-midi, l'avocat général a requis la peine maximum contre Youssouf Fofana.
Oui, et le paradoxe de ce réquisitoire, c'est qu'il a plutôt été bien accueilli par la défense et a provoqué la colère de la partie civile. Vous l'avez dit, Philippe Bilger, l'avocat général, a requis la peine maximale, perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Il est provocation, il est antisémitisme selon les dires du magistrat. Mais celui-ci surtout a voulu faire le distinguo entre celui qui aurait assassiné Ilan Halimi et ceux qui ont participé à son enlèvement, à sa séquestration, les appâts, les geôliers. En conséquence, il a requis des peines allant de 20 ans de réclusion criminelle à 5 ans pour les faits criminels. Pour la famille Halimi, ce fut donc la consternation, la colère. Madame Halimi va pouvoir croiser dans quelques années ceux qui ont participé au martyre de son fils, nous disait il y a quelques minutes maître Francis Spinner. Je vous propose de l'écouter. Nous ne comprenons pas que dans une affaire comme celle-ci, qui a ému à juste titre notre pays, il y ait une telle faiblesse de celui qui est en charge de porter l'accusation. Et tous les hommages rendus par l'avocat général à la partie civile, les avocats ne changent rien. C'est avec beaucoup de déception, beaucoup d'amertume que Madame Halimi et ses enfants ont entendu ce réquisitoire. Dominique. Voilà, encore une fois, ce ne sont que les réquisitions. Le verdict, lui, est attendu pour le 11 juillet, le samedi 11. Dominique Verdaillan à Paris. Merci à vous, Dominique. L'actualité sociale avec une étude qui va sans doute faire grincer des dents. Elle a été réalisée par un cabinet d'audit externe à l'Éducation nationale. Elle montre que les instituteurs sont en moyenne 2 fois plus nombreux à poser des congés maladie que les salariés du privé. Un constat relativisé par le ministre Luc Châtel. Mallory Aounou, Jean-François Monnier. Y a-t-il bien un prof dans la classe? L'étude qui fâche révèle que sur l'année scolaire 2007-2008, 45% des professeurs des écoles ont posé un congé maladie, 2 fois plus que chez les salariés du privé. Et forcément, un enseignant absent, c'est une trentaine de familles préoccupées. L'année dernière, une véritable catastrophe en CP, donc il y a eu une année importante. En fin de compte, on a eu une succession de 8 professeurs. Voilà, j'ai appris le prénom de la maîtresse au bout de 3 mois, bon, mais... Faut comprendre aussi qu'eux peuvent être malades. Sur l'année, 1 500 000 journées de cours auraient ainsi été perdues. Surtout entre novembre et février, saison des virus, mais aussi lors du mois de mai et de ses ponts. Pourtant, le nouveau ministre de l'Éducation temporise. On peut être en formation, on peut être en journée pédagogique. Ensuite, un enseignant qui tous les jours voit 25 ou 30 élèves, qui eux-mêmes voient des centaines d'élèves, il a plus de chances de tomber malade que quelqu'un qui travaille toute sa vie dans un bureau. Certes, les professeurs s'arrêtent en moyenne 11 jours par an, 2 de plus que les salariés du privé. Mais dans la fonction publique, les policiers sont malades 19 jours, les agents de la défense, de la justice ou de l'équipement au moins 15 jours, et ce n'est pas tout. 80% des professeurs des écoles sont des femmes, donc on a forcément dans notre métier beaucoup plus d'absences pour congé de maternité. Plus que du nombre d'absences, les parents s'inquiètent donc surtout de la continuité du service public. Lorsqu'un prof est absent 8 jours, il est rarement remplacé, voire 15 jours, il est rarement remplacé. C'est forcément une perte parce que ces heures-là ne sont pas récupérées. Sur 10 jours d'absence, seuls 6 sont réellement remplacés, faute de personnel, d'organisation aussi. De quoi légitimer la création d'une agence nationale des remplacements. Elle pourrait fonctionner dès la prochaine rentrée. Et cette étude n'a toujours pas été dévoilée officiellement. En bref, une pensée pour les plus jeunes, les collégiens de classe de 3e. Ils étaient près de 780 000 à débuter aujourd'hui les épreuves du brevet. Français, histoire, géographie et éducation physique aujourd'hui. Demain viendront les mathématiques, courage. L'an dernier, 82% des élèves ont obtenu ce premier diplôme. Jour J-1 pour tous les restaurants et les bars de France. C'est demain que la baisse de la TVA devient effective. On passe, vous le savez, de 19,6 à 5,5%. C'est un gros investissement public, 2 à 3 milliards d'euros pour l'État. La diminution des prix et les embauches seront-elles au rendez-vous? Quels sont les engagements pris? Petit tour d'horizon avec Julien Beaumont et Guillaume Michel. À un jour près, ce client aurait pu économiser 2 € sur ce plat. Car demain, ce restaurant appliquera la baisse de la TVA sur certains produits. Mais à qui va profiter ce cadeau de l'État? Il y en a qui joueront le jeu, puis les autres qui en profiteront pour dire bon ben c'est tout bénéf pour nous, quoi. Voilà. S'il y a vraiment une véritable baisse significative sur les tarifs, ça peut inciter peut-être à accéder à d'autres restaurants où on n'allait pas avant. Le patron de cette chaîne de restaurants va baisser les prix dans 600 établissements. Il espère néanmoins une hausse de son chiffre d'affaires. On attend à ce que les clients soit consomment davantage,
Nos clients fidèles vont prendre un deuxième café, vont prendre un dessert quand ils n'en prenaient pas, vont prendre un verre de vin quand ils n'en prenaient peut-être pas. Seuls les établissements affichant ce logo s'engagent à baisser au minimum 7 plats, mais pas l'alcool, la TVA à 19,6% ayant été maintenue. Des changements qui ne se feront que sur la base du volontariat. Justement, dans ce bouchon lyonnais, pas de ristourne menu. Robert Dufaux a décidé de ne pas modifier ses prix. Impossible aussi pour lui d'embaucher. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas bougé nos prix et la marchandise a augmenté, tout a augmenté. Nous, on ne peut pas se permettre de... Ou alors ça serait être un peu mesquin de dire on baisse le prix, puis si on baisse les portions, ça rime à rien. En attendant, c'est l'État qui paye l'addition. Le manque à gagner est évalué à 2,3 milliards d'euros. Des relevés de prix auront lieu pour vérifier que les restaurateurs signataires jouent le jeu. En échange, la profession s'est engagée à créer 40 000 emplois d'ici 2011. Cette baisse de la TVA, c'était une des promesses de campagne de Jacques Chirac. Il aura fallu 7 ans pour obtenir son entrée en vigueur. Et on y reviendra en détail demain avec des cas précis, avec les prix, pour voir si les promesses sont tenues. L'actualité à l'étranger, c'est décidément la journée des catastrophes. Un train transportant du carburant GPL a déraillé puis explosé en pleine ville en Italie. Il y a 14 morts et autant de blessés dans un état grave. Correspondance Philippe Visserias. Il est minuit. Un déluge de feu vient de s'abattre sur Viareggio. Le long de la voie ferrée, maisons et voitures sont en flammes. À 200 mètres de la gare, un wagon-citerne chargé de GPL a déraillé. Le gaz s'est répandu dans tout le quartier, le transformant en brasier. Devant ma porte, j'ai vu un homme qui brûlait comme une torche. L'explosion a soufflé plusieurs maisons. Les pompiers fouillent les décombres. Les blessés, souvent gravement brûlés, sont évacués. Soudain, au milieu des ruines, une main. Un jeune garçon est retrouvé, indemne. Après une nuit de cauchemar, Viareggio essaie de comprendre. Sur la voie ferrée, le wagon qui a pris feu est isolé du reste du convoi. Apparemment, le train roulait trop vite. Dans l'après-midi, Silvio Berlusconi s'est rendu sur place. Les autorités ont promis une enquête pour déterminer les causes de l'accident. À l'hôpital, le bilan s'alourdit d'heure en heure. Ma mère est en train de mourir, on m'a dit de venir la voir une dernière fois. Mon père, lui, est dans un autre hôpital et je ne sais pas comment il va. À Viareggio, tout le monde se demande pourquoi un tel chargement de gaz inflammable était autorisé à circuler aussi près des habitations. Une page se tourne en Irak, c'est fait, les troupes américaines ont quitté les grandes villes, les forces irakiennes ont pris le relais et le Premier ministre Maliki évoquait aujourd'hui un jour de fête pour tous les Irakiens. Gérard Grisbeck. L'armée irakienne est de retour sur le devant de la scène. Moment historique puisque le 30 juin va devenir un jour férié. Il marquera la souveraineté retrouvée, ou presque. Les forces américaines ont quitté les grandes villes. Hier, elles ont patrouillé une dernière fois, puis les soldats américains ont été consignés sur leur base, à la périphérie. Pour l'Amérique, le désengagement a commencé, la police irakienne s'en réjouit. Je suis très confiant dans la capacité de nos forces pour maintenir l'ordre et la sécurité. Et toute la journée, Bagdad a connu les mêmes scènes de joie. À Bassora, dans le sud du pays, des soldats arborent même la fleur au fusil. L'armée irakienne, dissoute par les Américains en 2003, puis reformée et équipée par les mêmes Américains, a pris position sur les grands axes routiers. Nous rêvions d'un jour pareil, mais nous l'espérions sans trop y croire vraiment, et c'est enfin arrivé. C'est donc la première étape d'un désengagement américain voulu par Barack Obama. Aujourd'hui les villes, dans 2 ans le pays. À condition que l'armée irakienne soit capable d'assurer la sécurité, ce qui ne semble pas encore être le cas. Aujourd'hui à Kirkouk, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 20 morts. Et ces derniers jours, les violences se sont multipliées jusqu'au cœur de Bagdad, où mercredi dernier, 62 personnes ont été tuées. Et puis cette information, 5 jours après la mort de Michael Jackson, on a appris il y a quelques minutes que son corps sera transporté après-demain dans son ranch californien de Neverland, près de Los Angeles. Il y sera exposé publiquement vendredi. Autrement dit, ceux qui le souhaitent pourront venir se recueillir. C'est ce qu'annonce en tout cas CNN. La chaîne d'information en continu ajoute qu'une cérémonie privée réservée à la famille devrait être ensuite organisée dimanche. On va retrouver Alain de Chalvron en direct de Los Angeles avant la fin de ce journal. Il est 20h22, restez avec nous. À suivre la fin d'un casse-tête. Il y aura bientôt un
un chargeur de téléphone portable unique pour tous les modèles. Un accord a été trouvé à Bruxelles. Des raisons d'espérer pour la Grande Bleue. La pollution des côtes marque le pas, mais on verra qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est le dossier de cette édition. Enfin, la mort d'un des grands noms de la danse contemporaine, la chorégraphe Pina Bausch, avait 68 ans. D'abord donc, qui a dit que l'Europe nous compliquait la vie? La Commission a trouvé un terrain d'entente avec les principaux fabricants de téléphones portables. Un chargeur universel compatible avec toutes les marques va faire son apparition l'an prochain. Gilles Marinet, Bernie Merriot. Prenez au hasard une demi-douzaine de téléphones et vous aurez autant de chargeurs. Chacun d'eux est destiné à un appareil spécifique, impossible de l'utiliser pour un autre mobile. Je vois par rapport à mes amis et tout, on n'a jamais les mêmes et pour recharger son portable chez un ami c'est n'importe quoi, enfin, c'est vraiment compliqué quoi. La Commission européenne vient donc d'obtenir des fabricants la création d'un chargeur universel. Tous les mobiles seront équipés de la même connexion. À partir de 2010, tous les mobiles sont livrés avec un chargeur qui est identique. L'étape d'après, c'est les mobiles sont livrés sans chargeur puisqu'on n'a pas besoin de changer de chargeur à chaque fois. Ça n'est pas acquis ça encore? Ça, c'est pas encore acquis. On y travaille avec les constructeurs. Des constructeurs qui devront bientôt renoncer au bénéfice de vendre systématiquement un chargeur pour un mobile. En revanche, pour bénéficier du chargeur compatible et durable, les consommateurs, eux, devront investir dans un nouveau téléphone. L'environnement, ne cherchez plus les ampoules à filament de 100 watts ou plus dans les magasins. Dès demain, elles vont disparaître du commerce pour laisser place aux ampoules dites de basse consommation. Ce sera ensuite le cas pour les 75, puis 60 et 40 watts. Toujours à propos d'environnement, cette enquête qui montre que tout n'est pas noir en matière de protection de la nature. Elle concerne la mer et les côtes. Oui, la pollution régresse, les hippocampes reviennent. Mais le passif est lourd. Vous allez découvrir à quoi ressemblent les fonds marins à quelques encablures des côtes. Laver la mer, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Agnès Monteux et Bruno Vignier. Au large de Marseille, c'est une étrange chasse qui se prépare. À bord, une cage et une poignée de biologistes prêts à s'attaquer à l'un des principaux fléaux des mers. On va faire une opération de nettoyage. On va essayer de retirer un maximum de déchets de la zone. 5 mètres plus bas, voici ce qu'ils découvrent. Des fonds jonchés d'ordures. Sacs plastiques, canettes, bouteilles, pneus. Impossible de tout nettoyer. Le but, montrer, exhiber ces décharges enfouies, cachées de nos regards pour alerter l'opinion. Seule une toute petite partie de ces déchets est remontée. À leur sortie, les scientifiques nous montrent leur prise. On fait des pneus, mousse de siège de voiture, les attaches de remorque, une table, une parasol probablement, une table. Ça c'est une bouteille en plastique qui doit avoir à peu près 10 ou 15 ans, qui a commencé à se désagréger, qui a commencé à se déformer. Et on peut espérer que d'ici 140 ou 150 ans, il reste plus que des confettis. Broyés par les vagues, ces confettis pourront finir sur les plages. 70% des déchets ramassés sont justement en plastique. Des petits déchets devenus parfois invisibles qui se mêlent au sable et aux cailloux. Toxiques, ils polluent durablement les sols et les océans. En plein cœur du Pacifique, au large d'Hawaï, une association étudie les petits éléments présents dans l'eau. Surprise, il y a une proportion énorme de débris plastiques. En venant ici, on a trouvé des prélèvements où il y avait 40 fois plus de plastique que de plancton. Et celui-là, à mon avis, il a une proportion d'environ 5 pour 1. Par le jeu des courants, les déchets des Américains et des Japonais ont été broyés et concentrés dans cette zone isolée, formant une soupe de plastique. Les animaux, comme les oiseaux, en sont les premières victimes. Autopsie de l'un d'entre eux. C'est probablement une des raisons pour laquelle cet oiseau est mort. Et ça, il y a tellement de plastique. Une situation extrême que nous ne connaissons pas encore en France. Paradoxe, on y trouve même des zones où la vie sous-marine semble aller mieux qu'il y a 20 ans. Nord, non, c'est là-bas. Là-bas. C'est ce que constatent ces spécialistes qui plongent au large de Cannes. Sous l'eau, ils voient de plus en plus de coquillages, comme ces grandes nacres protégées, et parfois même quelques hippocampes qui avaient quasiment disparu. L'explication, une eau de meilleure qualité. Le milieu étant
un peu plus épurée, on aura moins de contamination, contamination biologique, contamination par des virus, etc. Et du coup, certaines espèces peuvent réapparaître. C'est que les stations d'épuration de nos eaux usées se sont beaucoup améliorées. Elles rejettent dans la mer une eau moins polluée. Ici, vous avez l'eau qui arrive dans la station. C'est ce qui sort des égouts, ce qui sort du domicile des habitants. Entre l'arrivée dans la station et la sortie, on a retiré 98% de la pollution. Autrefois, on en retirait 60%. On voit bien la différence. Un progrès qui ne doit pas masquer les autres problèmes, comme les rejets de pesticides ou de nitrates, toujours présents dans nos eaux traitées. Et bien sûr, l'accumulation de nos déchets en pleine mer, de nouvelles menaces sur ces milieux fragiles. Voilà, on revient maintenant sur l'une des actualités de ce début de soirée, le calendrier et les modalités des hommages qui vont être rendus à Michael Jackson ont été communiqués. Bonsoir Alain Chalvron, comme promis, vous êtes en direct à Los Angeles. Oui, alors ce qui est prévu exactement, c'est en fait des obsèques privées dans un lieu encore inconnu pour dimanche, mais le corps de Michael Jackson va être transféré à Santa Barbara jeudi et vendredi, ce corps sera exposé à tous ceux qui voudront venir dans le fameux ranch si cher à Michael Jackson, le ranch de Neverland. Donc, hommage public vendredi, obsèques privées le dimanche. En outre, autre information, on a retrouvé le fameux testament de Michael Jackson. Michael Jackson donne tout à ses enfants, donne quelque chose aussi à sa mère, mais exclut son père de son testament. Merci Alain pour ces dernières informations. Il risque d'y avoir beaucoup de monde vendredi donc dans le ranch de Neverland pour cet hommage. La disparition d'un des grands noms de la danse contemporaine, la chorégraphe allemande Pina Bausch, est mort aujourd'hui des suites d'un cancer foudroyant diagnostiqué il y a 5 jours seulement. Elle était mondialement connue pour son style expressionniste, disait-on, qui réunissait souvent le théâtre et la danse. Elle avait aussi introduit sur scène des skis, des vélos, des murs. À 68 ans, elle restait, c'est sans doute bon signe, une créatrice controversée. Autre grand nom de la danse, Angeline Preljocaj. L'un de ses spectacles est présenté dans le cadre fastueux des jardins du château de Versailles. C'est une adaptation très libre de Blanche-Neige. Nicolas Lemarinier, Marie Cazot. Miroir, mon beau miroir, dis-moi s'il existe un plus beau décor pour un spectacle de danse. Le ballet d'Angelin Preljocaj se produit ce soir sur le bassin de Neptune à Versailles. Oui, c'est bien elle, la méchante reine de Blanche-Neige, le conte de Grimm revisité par le chorégraphe contemporain. Oubliez les 7 nains, version Disney, ici c'est l'histoire originelle, cruelle et sombre, comme l'épisode de la pomme empoisonnée. Allez, on enlève les costumes de Jean-Paul Gaultier, la musique de Gustave Mahler, et il reste la danse, juste la danse. On perd cette sensation du dos qui tourne. Voilà, c'est ça c'est très bien. Échauffement sous le regard aiguisé du chorégraphe, s'attaquer à un conte aussi populaire, ça n'a rien d'évident. Moi, je voulais absolument faire aucune concession sur l'écriture chorégraphique. C'est-à-dire, à aucun moment, il y a, je pense, de facilité, de pantomime ou quoi. C'est-à-dire que chaque partie, on pourrait l'extraire et la regarder comme un objet chorégraphique qui pourrait être abstrait. Liberté a été donnée aux danseurs de moderniser leur personnage. Et mon costume, c'est un costume de toréador, donc en fait, je me la joue Latin Lover à fond et en fait, c'est plus marrant, enfin on change un petit peu, non, on reste pas du tout traditionnel. Après des formes abstraites, Angelin Preljocaj voulait s'offrir une parenthèse féerique et enchantée. Son Blanche-Neige est déjà un classique. Et puis nos félicitations à Line Renaud, élevée au grade de grand officier de l'Ordre du Mérite au cours d'une cérémonie cet après-midi à l'Élysée. Image signée Alain Locascio. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Cette nouvelle catastrophe aérienne, cette fois dans l'océan Indien, un Airbus A310 de la Yemenia Airways s'est écrasé alors qu'il approchait de l'atterrissage aux Comores. Il y avait 153 personnes à bord, dont 66 Français qui avaient embarqué à Paris ou Marseille. Une seule rescapée, une adolescente de 14 ans, a été trouvée vivante, flottant dans l'eau, selon ses sauveteurs. On a entendu un témoignage à ce sujet tout à l'heure.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Grand soleil, grande chaleur. 20h35, vous avez rendez-vous en terre inconnue. Frédéric Lopez emmène Zazie chez les Korowai, au cœur de la Papouasie occidentale. Rencontre très riche, éprouvante aussi, vous le découvrirez pour la chanteuse. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.